On va terminer avec une description rapide de plein d'autres variantes plus avancées de modèles de langue qui peuvent permettre d'améliorer les performances. Premier type de modèle qu'on va voir parfois, c'est ce qu'on appelle les modèles à base de classes. Donc, ça va permettre de régler en partie ou s'attaquer au problème de ce qu'on appelle la parcimonie des données. En fait, de façon générale, toutes les variantes avancées, d'une façon ou d'une autre, essaient de régler ce problème-là. Mais dans le cas des modèles à base de classes, c'est peut-être un petit peu plus évident. Donc, l'idée, c'est qu'on va motiver avec un exemple. Imaginons qu'on veut calculer la probabilité to Shanghai, donc d'observer Shanghai après tout, mais qu'on n'a jamais vu ce bigramme-là. Okay. Peut-être même que peut-être qu'on a vu Shanghai dans d'autres contextes, mais pas to Shanghai. Mais imaginons par contre qu'on a observé to London, to Beijing, to Denver. À ce moment-là, si on avait un modèle qui savait que Shanghai, London, Beijing, Denver, c'est tous des noms de villes, puis que le modèle pouvait raisonner de la façon suivante où il dirait, ben, à partir de le mot to, je voudrais que le prochain mot ce soit une ville, puis qu'après ça, j'ai un modèle séparé qui dit, ben, étant donné que tu veux générer une ville qui assignerait une probabilité non nulle de générer le mot Shanghai, mais ça nous permettrait de généraliser à ces cas-là. Okay? Si on combine le fait qu'on sait qu'après tout, il y a des chances que ce soit une ville, on sait que Shanghai, comme London, Beijing et ainsi de suite, c'est aussi une ville, on pourrait généraliser à des nouveaux cas comme ça. Et ça, c'est l'idée derrière les modèles à base de classe. Donc, on va commencer par supposer que tous les mots de mon vocabulaire appartiennent à une seule classe. Donc, pas à deux, pas à trois, une seule classe. Donc, il y a une espèce de partitionnement des mots en différentes classes qui a été fait. Les classes, on va les noter CI. Un modèle à base de classe, ça calcule la probabilité pour un mot WI à partir de son contexte comme étant le produit de la probabilité qu'à partir du contexte choisisse de générer un mot de la classe CI et qu'à partir, sachant que j'ai choisi la classe CI, maintenant je vais générer le mot WI dans la classe CI. Donc la probabilité dans mon modèle de langue, la probabilité conditionnelle, ça va être le produit de la probabilité de choisir la classe du mot et de générer le mot de choisir ce mot-là parmi la classe générée. Donc, il y a plein de façons de générer les classes de mots, de partitionner les mots en différentes classes. On pourrait le faire au niveau de la classe syntaxique dominante pour chacun des mots. On pourrait le faire avec l'apprentissage automatique en faisant une espèce de clustering sur les mots. C'est quelque chose qui est souvent utilisé en pratique. Puis à noter que pour les cas où un mot pourrait appartenir à plusieurs classes, pour les classes syntaxiques entre autres, ben, un mot peut être utilisé comme un nom parfois comme un verbe une autre fois. Donc il n'y a pas une seule classe pour chaque mot. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ajouter ici une somme sur toutes les classes CI possibles. Donc, lorsque j'ai un mot WI, il y a une seule classe à laquelle il peut appartenir. Fait qu'à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'intégrer mon incertitude sur à quelle classe il appartient. Mais si un mot peut appartenir à plusieurs classes, à ce moment-là, j'ai une certaine incertitude. Fait que je vais marginaliser à quelle classe appartient le mot. Je vais ajouter une somme ici sur toutes les classes possibles. Une autre approche, c'est à base de réseau de neurones. C'est une approche qui marche particulièrement bien, mais qui est coûteuse en temps de calcul et qui est un peu plus difficile à manipuler. Ça date début des années 2000, où il a été démontré que même par rapport à un modèle de lissage commissionné, on obtenait des résultats très, très compétitifs. En fait, l'idée, c'est qu'on va représenter la probabilité du prochain mot étant donné les mots précédents, avec un réseau de neurones. Fait qu'on va avoir un réseau de neurones qui prend en entrée les mots précédents dans le contexte, puis qui calcule une couche cachée, puis qui finalement calcule à sa sortie une distribution sur les mots suivants. Au final, dans la couche de sortie, on va avoir un réseau de neurones avec autant de neurones de sortie qu'on a de mots possibles. Puis, on va normaliser la couche de sortie pour que ça donne des chiffres qui sont positifs puis qui somment à 1. Et c'est possible à ce moment-là d'entraîner ce réseau de neurones-là en donnant tous les contextes que j'observe, en disant au réseau de neurones de maximiser, de prédire c'est quoi le mot qui suit. J'en dirai pas plus là-dessus, mais c'est des méthodes qui de plus en plus sont utilisées. Le genre de choses, ou le genre de difficultés auxquelles on fait face avec ces modèles-là, c'est que calculer cette distribution-là nécessite beaucoup de calcul. Et donc, il y a certaines
approches qui doivent être employées pour essayer d'accélérer l'utilisation de ces modèles-là. Mais c'est des modèles très, très compétitifs. J'ai parlé qu'on pouvait faire de la modélisation de caractères, mais on pourrait aussi faire, de la modélisation au niveau des mots, en prédisant les mots à la suite des autres, mais on pourrait aussi faire une modélisation de texte en prédisant les caractères à la suite des autres. Un des avantages, c'est qu'on n'a plus besoin de définir un vocabulaire, parce que si les caractères qu'on peut utiliser, on les connaît. C'est beaucoup. On n'a plus ce pré-traitement-là à faire. Ça veut dire qu'on peut générer carrément des nouveaux mots, en fait, parce qu'on s'agit juste de générer les caractères qui construisent un mot. Mais ça veut aussi dire que si on utilise ce genre de modèle-là pour générer du texte, ça se pourrait qu'on génère des mots qui n'existent pas, qui n'appartiennent pas à un dictionnaire. Donc, ça, c'est la difficulté. C'est le genre d'erreur que ces modèles-là peuvent commettre. Et ça peut être utilisé, entre autres, pour faire de la complétion de mots. On conditionne sur les caractères qui ont été écrits jusqu'à maintenant, puis là, on est capable d'évaluer c'est quoi la probabilité des prochains caractères qui pourraient être écrits. Puis c'est entre autres utile dans les interfaces avec des personnes avec handicap qui ne sont pas en mesure d'utiliser un clavier. J'ai mentionné au tout début du cours un exemple de projet qui utilise ces notions-là, le Dasher Project. On a mentionné que la source du corpus d'entraînement, ça va avoir un grand impact sur les performances. Et que les performances, donc l'assignation de probabilité à des nouveaux documents qui viennent de la même source, va être bien meilleure, avoir des bien meilleures probabilités, plus élevées, que si les documents viennent d'une autre source. Par exemple, si on avait entraîné ce document qui parle de nouvelles politiques, puis qu'on essayait de prédire la probabilité de documents qui parlent plutôt d'une nouvelle économique, ça se peut que les performances ne soient pas aussi bonnes qu'on pourrait l'espérer. Et il y a toute une communauté ou un sujet de recherche qu'on appelle l'adaptation de modèles de langue qui vise à essayer de faire ça, à essayer d'exploiter, trouver une façon de quand même exploiter des grandes quantités de textes qui viennent d'une autre source, qui n'est pas la source qui m'intéresse, pour quand même améliorer les performances sur des documents qui viennent d'une autre source, on va dire la source cible qui m'intéresse vraiment, mais pour laquelle j'ai peut-être pas beaucoup de données. Et une façon de faire ça, c'est de carrément utiliser le web pour essayer d'obtenir nos fréquences de n-grammes. Donc, on pourrait construire un autre modèle de langue, P-Web ici, où, dans le fond, on va utiliser, par exemple, Google pour avoir une estimation du nombre de fois qu'un trigramme est observé dans tous les documents sur le web indexés par exemple, l'engin de recherche Google. Donc, on utiliserait la fréquence selon mon engin de recherche du trigramme divisé par la fréquence pour le bigramme. Et à ce moment-là, ce que je pourrais faire, c'est faire une interpolation, donc un mélange entre ce modèle-là, entraîné sur, dans ce cas-ci, tous les documents sur le web, et un autre modèle de langue avec du lissage, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, mais qui, lui, est entraîné sur un plus petit corpus, mais ce corpus-là serait de la source qui nous intéresse. Donc, ça permettrait d'exploiter quand même des grandes quantités de données, même si ces données-là ne sont pas de la bonne source. Puis on peut, avec des méthodes comme ça, améliorer les performances par rapport à juste s'entraîner sur des données qui viennent de notre corpus de sources désirées. Et en pratique, ce qui est souvent utilisé, plutôt que d'utiliser le nombre de fois qu'on observe un n-gramme, on va plutôt utiliser le nombre de documents qui contiennent le n-gramme pour calculer finalement ces statistiques-là ici. On a vu que plus n est grand dans mon modèle n-gramme, plus la capacité est grande, mais aussi plus il va y avoir de n-grammes avec une fréquence de 0. Ce qui fait qu'en pratique, avoir une valeur de n qui est très grande, si on essaie de valider la valeur de n avec un corpus de validation, de développement, souvent ce qu'on va trouver, c'est que c'est très rare qu'on va utiliser un n de plus grand que 6. D'ailleurs, ça dépend de la quantité de données. Puis on peut peut-être imaginer que dans le futur, avec encore plus de données, on va pouvoir passer à 7, à 8, ainsi de suite. Mais avec des quantités de données raisonnables, mais quand même assez volumineuses, c'est rare qu'on utilise bien plus que 6 pour la valeur de n. Par contre, on sait très bien que quand on écrit une phrase, nous, on n'a pas seulement considéré les 5 derniers mots pour écrire le 6e mot qu'on a écrit dans une phrase. On conditionne sur bien plus d'informations que ça. On a souvent une intention dans ce qu'on est en train d'écrire. Cette intention-là, on peut la percevoir à partir de tout ce qui a été écrit depuis le début, pas seulement les 5 derniers mots. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer
de combattre ce problème-là pour conditionner sur des mots qui sont plus loin que les N-1 derniers mots. Une approche pour faire ça, c'est une approche qu'on appelle skipgram. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, je vais conditionner sur un nombre limité de mots, par exemple juste 5 mots, ou juste, dans ce cas-ci, on a un modèle trigramme, donc dans ce cas-ci, seulement 2 mots. Mais je vais me permettre de sauter certains mots. Donc, dans ce cas-ci, je vais utiliser un modèle où je conditionne sur le mot précédent et le mot à, pas juste avant, mais une position avant ça. Donc, finalement, je vais skipper le mot WI-2. Je ne vais pas conditionner, je vais tout simplement pas l'utiliser dans le calcul de mes probabilités. Donc, à ce moment-là, je vais avoir besoin des fréquences de ce qu'on appelle des skipgrammes, c'est-à-dire des patrons où j'ai, mettons, le nombre de fois où j'ai vu un certain mot WI à la position relative -3, puis n'importe quel mot ici, suivi de WI-1, suivi de WI. Donc, c'est la fréquence de ces patrons-là que je vais utiliser pour calculer mes probabilités ici. Puis là, je peux le faire pour différents types de patrons de skipgram où je pourrais décider, je vais sauter les 2 premiers puis conditionner sur le mot à la position. Donc, si j'aurais n'importe quel mot, là, je calculerais le nombre de fois que j'ai vu le mot WI suivi à la position -3 d'un certain mot puis la position -4 d'un autre mot. Puis là, je pourrais mélanger tous ces modèles-là avec un modèle d'interpolation. Puis en plus, le poids de l'interpolation, donc à quel point est-ce que je vais accorder l'importance à différents skipgrammes, pourrait varier en fonction du contexte. Donc, il existe des travaux qui essaient d'exploiter cette idée-là pour détecter quand est-ce que je peux me permettre de sauter, par exemple, le mot à la position -2. Il y a aussi des modèles à base de cache, où l'idée essentiellement, c'est d'utiliser les fréquences des n-grammes rencontrés précédemment, même ceux qui sont extraits du corpus de test. C'est-à-dire que lorsque je vais parcourir les phrases puis les mots dans mon corpus de texte pour calculer mes probabilités, je vais utiliser le compte des fréquences, pas juste sur la base de ce qu'il y avait dans mon ensemble d'entraînement, mon corpus d'entraînement, mais aussi tous les mots que j'ai vus jusqu'à maintenant dans le corpus de test. Okay? Donc, finalement, je vais m'adapter au fur et à mesure que je parcours mon corpus de texte. Je vais m'adapter aux fréquences des n-grammes aussi dans le corpus de texte. C'est important de ne pas utiliser les n-grammes qui arrivent plus tard dans le texte, mais ceux qui ont déjà été observés, dans le fond, je pourrais m'adapter à partir de ces observations-là aussi sans tricher. Souvent, on va interpoler ce modèle-là à base de cache avec un modèle entraîné juste sur le corpus d'entraînement. Donc, l'avantage, c'est qu'un modèle comme ça va s'adapter progressivement à des nouvelles données. Puis, par exemple, c'est un modèle qui va avoir tendance à réutiliser des mots qui ont déjà été utilisés dans un texte, ce qui est quelque chose qu'on fait souvent nous-mêmes. Lorsqu'on écrit un texte, qu'on a utilisé certains mots, les chansons qu'on va prendre, les réutiliser dans le même texte. Donc, ça permet de capturer cette intuition-là dans un modèle de langue. Il y a aussi des modèles à base de sujets, ou en anglais, on va appeler ça à base de topics, qui, là, vont essayer, en fait, à partir d'un contexte qui, potentiellement, pourrait être très large, deviner de quel sujet mon texte traite. Est-ce que c'est un texte politique? Est-ce que c'est un texte religieux? Est-ce que c'est un texte littéraire? Ainsi de suite. Puis là, on va avoir un modèle, donc, qui, pour prédire le prochain mot, va essayer de deviner à partir du contexte qui est noté H à quel sujet appartient le texte. Puis, finalement, ça va déterminer le poids de cette distribution ici, où, à partir juste du sujet, je vais assigner des probabilités au mot. Okay? Donc, ça permet, d'une certaine façon, d'influencer, entre autres, le vocabulaire qui est utilisé par le modèle. À partir du sujet, on va peut-être, dans un texte plus politique, utiliser des mots qui sont plutôt associés à la politique que dans un texte littéraire, par exemple. Et d'ailleurs, on a vu des exemples où on voyait clairement la différence juste au niveau du vocabulaire utilisé par différents modèles entraînés sur différentes sources. Donc, là, j'en ai dit très peu, c'est juste l'idée générale pour avoir plus d'idées ou de détails sur ces sujets avancés-là. Il existe toute une littérature à explorer, puis aussi, c'est discuté un peu plus dans le détail dans la section 4.9 du livre.